Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un voyage fascinant à travers le temps pour revenir sur une invention qui a énormément transformé l'économie mondialisée. Alors cette invention est utilisée des milliards de fois par jour et bien qu'elle soit relativement simple, en fait sa mise au point a énormément changé la façon dont les sociétés s'organisent et dans la façon dont la mondialisation opère. Quelle est donc cette invention? Comment a-t-elle pu s'imposer à travers le monde? Et au-delà de cette invention, je vous propose de regarder quels sont les enseignements que l'on peut tirer lorsqu'on fait des investissements en bourse. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Alors une invention bouleversante, donc on va regarder de quelle invention parle-t-on ici, pourquoi et comment s'est-elle imposée. On regardera les grands gagnants avec les perdants, les conséquences avec les nouveaux métiers. Et on fera aussi le lien avec les modes, c'est-à-dire les avantages compétitifs durables. Et on regardera aussi ce que l'histoire peut nous enseigner aussi sur les innovations et leurs conséquences. Donc de quelle invention on va parler ici? Donc pour pouvoir évoquer ça, je m'appuie sur ce livre qui s'appelle L'économie mondiale en 50 inventions. Donc c'est un livre qui existe en français, qui est paru en 2015 et qui retrace différentes inventions qui ont jalonné le développement des civilisations humaines. Donc ça passe de la charrue à l'invention de l'ampoule électrique, l'invention des jeux vidéo, des smartphones, Google, des lames jetables, etc. Et là, ce que je vais vous évoquer ici, c'est quelque chose qui a énormément contribué à changer en fin de compte la façon dont l'économie se développe à partir des années 1950. Donc oui, je vais vous parler du code barre. Donc le code barre, c'est vraiment une invention qui a un impact qui est énorme dans la mondialisation, puisque par exemple, il est très utilisé de nos jours. Jusqu'à plus de 10 milliards de flashs de code barre par jour existent dans le monde. Alors pour remonter à l'histoire de cette invention, il faut aller aux États-Unis dans les années 50. Et il y a deux personnages en fait qui s'appellent Joseph Woodland et Bernard Silver qui en 1948 ont une demande de la part d'un directeur de magasin qui demande de trouver un moyen d'accélérer le processus d'enregistrement en caisse des articles pour son magasin. Et donc ils font des recherches, etc. et ils déposent au final un brevet en 1949 qui est une sorte, pas tout à fait de code barre, mais plutôt des cercles concentriques qu'on va appeler l'œil de bœuf par la suite et qui est donc déposé en termes de brevet. Et ce qui se passe, c'est que dans les années 50, en fin de compte, la technologie, elle n'est pas mûre pour aller au-delà de ce simple brevet, puisque par exemple les lecteurs optiques et puis l'informatique associée pour traiter les datas ne sont pas encore très au point et très développés. En 1951, il y a Woodland qui rentre à IBM en espérant que la firme va développer son idée, mais en fin de compte, non, IBM ne va pas s'intéresser dans un premier temps. Et donc en 1962, en fin de compte, Woodland et Silver, ils vendent leur brevet pour 15 000 $, ce qui correspond à 150 000 $ actuels avec l'inflation. Et le brevet, par la suite, donc, il est exploité par les sociétés comme Philco, qui a donc racheté le brevet, qui essaie d'en faire quelque chose mais qui n'y arrive pas et qui donc le revend derrière à RCA. Et puis donc dans les années 60, en fait, on se retrouve avec RCA qui possède le brevet et qui commence à développer des systèmes de lecture, à dépenser beaucoup d'argent pour essayer d'innover sur ce champ-là. Et vous avez en parallèle aussi deux nouveaux acteurs qui arrivent et qui essaient de traiter aussi cette problématique de la file d'attente dans les magasins. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de type code barre, c'est un système qui est intégré. Donc ça nécessite en fait un standard par rapport à toute l'émergence de possibilités qui existent. Et donc ça nécessite un accord de tous les acteurs. Donc il y a les grossistes, donc les distributeurs qui doivent s'équiper en machines. Et puis vous avez les fabricants de produits qui doivent étiqueter avec les codes barres les produits qui sortent des usines. Mais se pose la question de quel est le standard qu'on va utiliser, quelle machine je vais utiliser, etc. Vous avez les grossistes qui disent nous on va pas équiper nos magasins de lecteurs de code barre puisque les fabricants n'étiquettent pas du tout les produits en sortie. Puis vous avez les fabricants qui disent nous on va pas lancer non plus des capex pour étiqueter les produits en sortie d'usine puisque les grossistes n'ont pas mis en place des machines. Alors donc il y a eu des discussions entre les syndicats, des fabricants et des distributeurs et puis vous avez une sorte de concours qui a été émis, une sorte d'appel d'offres au meilleur système qui a été émis par ces syndicats. Et je vous mets ici les finalistes en fait qui ont été retenus avec les différents systèmes. Donc ici on reconnaît
le système qui a été breveté en 1949. Ici, vous avez le système IBM, qui est le système code barre tel qu'on le connaît actuellement. Puis vous avez d'autres systèmes en fait qui étaient en compétition à l'époque pour pouvoir traiter cette problématique de file d'attente en caisse de magasin. Et donc le verdict, c'est que le 3 avril 1973, c'est le standard IBM qui est retenu. Ici, le standard UPC. Donc à noter que Woodland, en fait, qui avait rejoint IBM, a énormément travaillé ici pour pouvoir pousser fabriquer ce produit, alors que à l'origine il était l'initiateur de ce produit, mais qui ne lui appartenait plus en termes de brevet. Et donc ce qu'on retient ici, c'est que de 1949 à 1973, c'est presque 25 ans. Il a fallu attendre 25 ans entre le dépôt du brevet et puis l'acceptation, je dirais, par toutes les parties prenantes, entre quel est le système qu'on va prendre, etc. Puis finalement, on se met d'accord pour prendre celui-là. Et ce qu'on retient aussi, c'est que l'idée première, qui était donc celle-là, n'est pas en fin de compte la gagnante au final. Et ici, vous avez ce qui s'appelle un effet réseau, où la valeur en fin de compte du produit est d'autant plus forte qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent. Donc le code barre, là, il a donc été énormément développé depuis 1973-1974, donc ça fait 50 ans en fait, et vous vous retrouvez avec un code barre qui existe toujours, même si là on part sur du QR code, mais qui quelque part n'est que la continuité du traitement en fait de l'information de type code barre, mais ce qui explique la longévité en fin de compte du code barre, c'est qu'il est vraiment très intégré. Pouvoir le changer, c'est compliqué. Et puis vous avez un effet réseau qui est incroyable, puisque, je l'ai dit, il y a plus de 10 milliards en fin de compte de flash de code barre par jour qui se fait dans le monde. Donc si on imagine qu'on change complètement de système, évidemment, il va falloir que tout le monde se remette à jour, à la fois sur les terminaux de lecture, la façon dont on intègre dans l'informatique, etc. Alors quels sont donc maintenant les gagnants et les améliorations qu'on a perçues avec ce développement en fait du code barre? Donc premier gagnant, c'est IBM, puisque c'est son système UPC qui a gagné en fin de compte le standard. Et donc IBM a pu énormément vendre de machines et d'ordinateurs pour équiper les caisses enregistreuses dans les années 70 et les années 80 des magasins. Vous avez Walmart Stores, qui s'appelait comme ça à l'époque, qui fut l'un des premiers à adopter massivement les codes barres. Donc Walmart était vraiment une société qui était assez branchée sur l'innovation, parce que par exemple aussi dans les années 70 et 80, Walmart détenait le plus gros réseau privé en fait de communication par satellite, de manière à ce que les magasins ils puissent facilement communiquer entre eux, notamment pour gérer leur stock. Donc ça a permis le code barre une gestion plus fine des stocks, donc quelque part ça augmente la rentabilité des capitaux employés, et j'y reviendrai. Et Walmart, en fait, en 1988, s'est mis à vendre de la nourriture. Et ça, c'était possible parce que justement, il y avait une possibilité d'avoir une gestion du stock qui était beaucoup plus fine qu'avant le développement du code barre. Et donc, les années 70, c'est vraiment le marqueur du succès des plus grandes surfaces qui offrent plus de choix parce qu'elles peuvent gérer beaucoup plus de stock et qui ont des marges serrées, donc qui peuvent en fin de compte proposer des prix qui sont intéressants pour les clients finaux. Alors je vous mets ici quelque chose qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont pu baisser leurs marges, les grandes surfaces, puis en quoi il y a une notion de rentabilité qui est liée à la rotation des actifs. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait la différence entre une marge, ce qu'on appelle une marge, donc par exemple une marge d'exploitation, qu'on explique donc par le résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires, donc là c'est exprimé ici en pourcentage, donc la marge, et puis la rotation des actifs. Donc j'avais expliqué ça dans une vidéo, je vous mets ici le lien pour ceux qui veulent aller plus loin, et on va reprendre ici le détail avec par exemple Walmart. Donc Walmart se situe ici en termes de marge, donc elle est plutôt vers 3-4% de résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Par contre ici elle est dans une forte rotation d'actifs, elle arrive à faire une rotation très rapide de son stock, ce qui fait que la rentabilité des capitaux engagés, c'est quelque chose qui est sur une courbe hyperbolique comme ça. Donc vous avez Walmart en fait, du fait qu'elle fait une rotation des actifs qui est assez conséquente, qui a la même rentabilité des capitaux engagés que par exemple Sanofi, que vous pourrez l'avoir aussi, Eutelsat à peu près, on va dire une rentabilité dans les 10% des capitaux engagés. Alors pourquoi ça s'explique comme ça? Parce que ici vous avez par exemple Eutelsat qui fait 25% de marge d'exploitation, mais en rotation des actifs on est inférieur à 1. Tandis qu'ici vous avez Walmart qui est capable avec le même argent de le faire tourner plusieurs fois, jusqu'à 4 fois. Ce qui fait qu'en fin de compte, on se retrouve avec une rotation des actifs qui est élevée et donc une rentabilité des capitaux engagés sur l'année qui est plutôt forte. Quelque part, ils recyclent plusieurs fois la même trésorerie. Et ça a été rendu possible par une amélioration de la gestion du stock qui donc a été aussi permise par l'invention du code barre.
Alors donc les secteurs qui ont été gagnants, donc c'est tout ce qui est vente au détail, hein, avec les attentes en caisse qui ont diminué. C'est tout ce qui est gestion du stock, donc tout ce qui est logistique. Les métiers de la logistique, ils ont pu offrir des prestations de plus haut niveau. Vous avez l'industrie qui permettait d'avoir, avec l'invention du code barre, une vision de temps réel de où sont les produits. Vous avez la santé, l'agroalimentaire qui permet aussi d'augmenter la traçabilité des produits. Et donc actuellement, maintenant, tout ce qui est e-commerce permet effectivement d'avoir un suivi temps réel, puisque le même produit il est flashé plusieurs fois tout au long de son parcours. Et quels sont donc les perdants? Les grands perdants de l'invention du code barre et de sa mise en place dans les années 70 sont évidemment les petites boutiques, parce qu'elles ont dû à la fois s'équiper, donc augmenter leur coût fixe pour que le temps d'attente aussi en caisse, qui n'était pas une dimension prépondérante, puisqu'ils étaient plutôt des petits magasins, mais ils ont dû offrir les mêmes services, puis derrière, on va voir que ça permet aussi d'équiper l'informatique de la société, notamment pour la comptabilité, etc. Donc ils ont dû s'équiper. Et par contre, ils ont dû affronter une concurrence des grandes surfaces qui, comme on l'a vu, ont pu avoir des stocks qui étaient beaucoup plus gros, donc avoir une diversité de l'offre qui était plus forte. Le stock était beaucoup mieux géré, même s'il était gros, et puis avec des marges qui étaient plus serrées, comme on l'a vu avec la rentabilité des capitaux engagés. Et les nouveaux métiers donc qui ont déboulé par rapport à ça, vous avez donc le début des data. La mise en place du code barre, au-delà des délais d'attente dans les caisses, ça a vraiment permis de gérer ce qui s'appelle la data maintenant. Donc vous avez au niveau des contrôles, c'est plus facile avec la traçabilité, on sait exactement les produits où ils sont. Vous avez le marketing ciblé qui a pu être développé, parce qu'on a pu se rendre compte de, par exemple dans les magasins, quels sont les produits les plus vendus. On peut avoir les produits par saisonnalité en fin de semaine, en début de semaine ou en période hivernale, etc. On a pu exploiter toutes ces datas pour faire du marketing ciblé, au final de pouvoir mieux vendre les produits de façon à correspondre vraiment aux attentes des gens. Et derrière, vous avez toute la partie logicielle qui a pu se développer avec la data, donc tout ce qui est marketing, la gestion des stocks, etc. Alors en conclusion, quels sont donc les liens avec le stock picking de cette histoire? Donc première observation, c'est que les innovations, notamment une innovation qui va changer le monde, ça peut prendre du temps. Donc là, ça s'explique par le fait qu'il a fallu imposer un standard, que la technologie n'était pas mûre, etc., etc. Mais on peut voir que ce qui va changer le monde, on en entend souvent parler de choses qui vont changer le monde. Des fois, ça peut prendre du temps pour avoir derrière une réalité économique. Après, si je fais le lien du code barre avec les avantages compétitifs durables, je vous ai pris ici une diapositive qui existe sur le site de Morningstar qui identifie donc 5 caractéristiques des avantages compétitifs durables, dit aussi mode popularisé par Warren Buffett. C'est les actifs intangibles, donc les sociétés qui ont des marques, donc là c'est pas le cas. On regardera le coût de commutation, on regardera ici, les effets réseau aussi on regardera, les avantages sur les coûts, puis les avantages sur les effets d'échelle. Alors ce qu'on peut dire ici sur l'avantage compétitif du code barre, c'est que il y a un coût du changement. C'est-à-dire que vous avez ici une solution qui est critique. C'est-à-dire si demain les codes barres fonctionnent plus, forcément la mondialisation va s'arrêter, puisque tous les objets qui sont transportés dans le monde, on ne sait plus où ils sont, les stocks sont plus gérables, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est critique, ce qui sous-entend que derrière, tous les capex qui vont être nécessaires pour maintenir cet outil en fonctionnement, ils seront faits. Deuxième point, c'est que c'est une solution qui est complètement intégrée. Elle est intégrée dans le process achat des sociétés, dans la gestion des stocks, dans la logistique, etc., etc. Et l'autre point, c'est que le code barre bénéficie d'un effet réseau, puisque là, il y a des centaines de millions de magasins qui l'utilisent, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 74-75, quand il y avait 100, 200, 600, 1000, 3000 magasins. Et vous avez à ce moment-là la valeur, en fin de compte, du produit qui monte avec le nombre d'utilisateurs. Et donc, ça veut dire que quand vous cherchez une société qui fait des produits ou quand vous avez un produit qui arrive, si c'est de l'innovation, ça peut prendre du temps. Si c'est un avantage compétitif, il peut être d'autant plus puissant si la solution elle est critique, c'est-à-dire que sans ce produit-là, vous avez les clients qui peuvent plus continuer à exploiter correctement, et d'autant plus quand c'est intégré dans le client. Le coût de changement il est énorme, donc ça c'est vraiment des beaux business. Et puis vous avez les effets réseau qui sont pas si faciles à voir. Et donc les conséquences qu'on peut voir ici sur une innovation, c'est qu'ici c'est complètement imprévu. Au départ, vous avez une problématique qui était il y a trop d'attentes aux caisses des magasins, et ça se traduit par du marketing et l'exploitation de la data, une meilleure gestion du stock, des logiciels qui vont déverser le stock dans la comptabilité, etc. Ça, c'était absolument pas prévu. Donc ce qu'on peut retenir en leçon sur ça, c'est que les conséquences des choses qui vont changer le monde, etc., on se retrouve avec des façons de faire derrière qui sont absolument imprévisibles.
Bon voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce en l'air, la partager. Je vous rappelle le partenariat Zone Bourse avec, dans le cadre du Black Friday, des promotions actuellement jusqu'à moins 40%. Donc vous avez mon lien affilié qui est dans la barre de description. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter pour avoir 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers et les analyses de sociétés cotées, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous cliquez dans le lien qui est aussi dans la barre de description. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.